Deux petites filles abandonnées, sous la chaleur du Texas, un homme silencieux qui les sauve, et une chanson jouée sur scène qui fait taire toute une ville. Ce n'est pas juste une histoire de sauvetage, mais celle d'une famille qui se reconstruit. Ne rate pas des histoires comme celle-ci. Abonne-toi et clique sur la cloche pour accéder à l'histoire sans attendre. Elles étaient écrasées par le poids d'un monde qui les avait abandonnées, oubliées et depuis longtemps laissées pour compte. Mais un homme, un inconnu silencieux, avec une guitare et un passé dont il ne parlait jamais, a garé sa voiture sur le bord de la route sous une chaleur torride et a tout changé. Ce qui a suivi a plongé toute la ville de l'Ouest dans le silence, et tout a commencé par une seule note. Dans l'après-midi, le soleil du Texas était impitoyable. Il brûlait la terre craquelée et transformait le vent en murmures secs qui ne soulevaient que de la poussière et des fantômes. Une route qui ne menait nulle part. La route 87 s'étirait comme une cicatrice pâle depuis les sommets arides des falaises d'Élise. Et sur cette route oubliée roulait une vieille camionnette Ford, tout sautant dans la chaleur étouffante et les souvenirs trop forts pour être ignorés. Gabriel Moreau gardait une main sur le volant et l'autre posée sur le manche d'une guitare dans le siège passager. Les cordes à l'intérieur n'avaient pas chanté depuis des années. Lui non plus. Ses yeux, fatigués mais vifs, scrutaient le bord de la route comme il le faisait toujours, non pas par curiosité, mais par habitude. La même habitude qui avait autrefois sauvé un veau sauvage de la mort, empêtré dans des barbelés. Le même instinct qui lui faisait remarquer des choses que les autres étaient trop occupés ou trop endurcis pour voir. C'est alors qu'il l'aperçut, un tas de sacs en toile de jute jetés à la va-vite derrière une remorque à foin rouillé au bord du champ. Ce n'était pas la toile de jute qui avait attiré son attention, c'était la façon dont elle bougeait. Il se gara, la portière du camion grinça en s'ouvrant, et ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la terre brûlée par le soleil alors qu'il s'approchait. Au début, cela ressemblait à un simple tas de matériel agricole abandonné. Mais puis, un murmure si faible qu'il n'était pas sûr qu'il soit réel lui parvint à travers l'air. Clara. Gabriel tomba à genoux et écarta les sacs. Là, recroquevillées comme des chatons effrayés, se trouvaient deux petites filles, pieds nus, couvertes de poussière et tremblantes. L'une d'elles avait une traînée de sang séché sur le genou. L'autre serrait un lapin en peluche, en lambeaux si forts que ses jointures étaient blanches. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 7 ans. Le cœur de Gabriel battit à tout rompre dans sa poitrine. Il cligna des yeux, mais elles ne disparurent pas. Ce n'était pas un rêve, ni un souvenir, ni l'un de ces cauchemars éveillés qui le hantaient, encore lorsqu'il sentait l'odeur du diesel ou entendait une certaine harmonie. « Salut », murmura-t-il en s'accroupissant davantage. « Tout va bien, je ne vais pas vous faire de mal. » L'une des filles leva légèrement la tête, ses yeux d'un bleu impossible et vitreux, à cause de la chaleur, rivés sur les siens, puis l'autre suivit sa lèvre inférieure, tremblante, vraiment. Il hésita, seul là-bas. Aucune des deux ne répondit. Celle qui tenait le lapin se blottit contre l'autre. Gabriel retira sa chemise, dévoilant son maillot de corps trempé de sueur, et l'enroula autour de la plus petite. « Tu es brûlante », murmura-t-il. « Où est ta maman ?» Pas de réponse. Une mouche vint bourdonner. Au loin, un faucon poussa un cri strident. Sans réfléchir, Gabriel les prit toutes les deux dans ses bras, légères comme des plumes, et les porta jusqu'au camion. Il les allongea doucement sur la banquette arrière, baissa les vitres et remit le contact. La climatisation fonctionnait à peine, mais c'était déjà ça. Il se rendit directement au seul endroit où il avait encore confiance, chez lui. Ce n'était pas grand-chose. Une cabane qu'il avait construite lui-même, à la périphérie du rocher d'Élise. Pas de voisins,
Pas de luxe, juste de l'espace, du calme et l'écho d'une vie qu'il avait autrefois essayé de vivre, avec de la musique, des rêves et des promesses qu'il n'avait pas pu tenir. Léna, sa fille de 13 ans et d'une grande maturité pour son âge, était en train de lire sur la balancelle sous le porche lorsqu'il arriva. Elle se leva d'un bond dès qu'elle vit le camion s'arrêter brusquement. « Papa, va chercher une serviette mouillée et de l'eau », ordonna-t-il en attirant les filles dans ses bras. Léna ne posa pas de questions. Elle était habituée à ce que son père fasse des choses étranges et impulsives qui finissaient par avoir un sens. En quelques minutes, les filles étaient allongées sur le canapé usé, des serviettes humides pressées contre leur front et un ventilateur soufflant doucement à côté d'elles. « Elles n'ont pas dit un mot », murmura Gabrielle. Léna s'agenouilla près d'elle, les yeux doux. « Elles ont peur et elles sont déshydratées. Qui laisserait des enfants dehors comme ça ?» Gabriel ne répondit pas. Il avait le sentiment désagréable de déjà connaître quelqu'un qui ne méritait pas le titre de parent. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies d'un sommeil profond et fiévreux, Gabriel sortit sous le porche, serrant dans ses mains une tasse ébréchée de café noir. La lune était lourde au-dessus des collines, projetant une lumière argentée sur la poussière. Léna le rejoignit pieds nus. « Elle reste ?» demanda-t-elle simplement. Gabriel ne répondit pas tout de suite. « Je ne connais même pas leur nom. Ce n'est peut-être pas ce dont ils ont besoin en ce moment. » Il regarda sa petite fille, qui avait appris à parler en phrases complètes à 3 ans, qui avait vu sa mère mourir et n'avait jamais pleuré devant personne. « Ils peuvent rester, dit-il finalement, au moins jusqu'à ce que je sache quoi faire. » Léna s'appuya contre son bras. « Tu trouveras une solution, tu t'en sors toujours. » Mais Gabriel n'en était pas sûr cette fois-ci. Alors qu'il se tenait là, sirotant son café amer et écoutant le vent souffler dans l'herbe sèche, il réalisa quelque chose qui lui serra la gorge. Depuis qu'il avait perdu sa femme, il ne s'était jamais senti utile. Ce soir-là, 2 petits inconnus avaient changé cela. Gabriel avait toujours cru que le silence pouvait être une forme de musique. Après le décès de sa femme, le silence était tout ce qu'il s'autorisait. Pas le silence paisible, mais le silence creux de l'absence, celui qui persiste entre des cordes rompues ou dans le silence qui suit une porte qui ne s'ouvrira plus jamais. Mais le silence qui régnait dans sa cabane, ce matin-là, n'était pas de ce genre-là. Il était différent, il était prudent, plein d'espoir, vivant. Les 2 filles avaient dormi toute la nuit. Lorsque Gabriel entra dans le salon, juste après le lever du soleil, elles étaient encore blotties, l'une contre l'autre, sur le canapé, comme des jumeaux dans le ventre de leur mère. L'une d'elles avait donné un coup de pied dans la couverture, qui était à moitié tombée. Il la remit doucement en place. Léna était déjà réveillée et avait enfilé une chemise. Quand Gabriel entra dans le salon, juste après le lever du soleil, elles étaient encore blotties, l'une contre l'autre sur le canapé, comme des jumelles dans le ventre de leur mère. L'une d'elles avait donné un coup de pied dans la couverture, qui était à moitié tombée. Il la remit doucement en place. Léna était déjà dans la cuisine, en train de couper des pommes. « C'est l'aînée », dit-elle en désignant du menton la plus grande des 2 filles, avec des taches de rousseur et des cheveux blonds emmêlés. Elle n'arrêtait pas de chercher l'autre dans son sommeil. Je crois qu'elle s'appelle Élise. Élise Gabriel haussa un sourcil. Elle l'avait murmuré. C'était peut-être un surnom. La petite s'appelait Clara. Gabriel resta silencieux un instant, comme s'il goûtait les noms. Élise, Clara, des noms qui semblaient appartenir au ciel des prairies et aux chansons chantées sous les porches. « Tu as de bonnes oreilles, » dit-il. Léna sourit. « Eh bien, c'est toi qui m'as élevé. » Il versa du café dans sa tasse, en étant cabossé, et but une longue gorgée.
Son regard se posa sur le vieux piano droit, dans le coin, qui était autrefois le refuge de sa femme. Il était resté intact pendant 5 ans, accumulant la poussière et le silence, tout comme lui. En milieu de matinée, Élise et Clara étaient réveillées et assises, mais elles ne parlaient presque pas. Clara serrait le lapin en peluche comme une bouée de sauvetage. Élise fixait Gabriel avec des yeux qui avaient déjà trop vu pour quelqu'un d'aussi jeune. Il s'agenouilla devant elle. « Je m'appelle Gabriel. Voici Léna, ma fille. C'est notre maison. Vous êtes en sécurité ici. » Élise acquiesça prudemment. Clara agrippa fermement le bras de sa sœur. Gabriel observa leurs visages. Elles avaient les mêmes yeux, pâles et perçants. Mais Élise avait une sorte de gravité, le genre d'enfant qui avait mémorisé le bruit d'une porte de voiture claquée et qui avait appris trop tôt à prendre soin de quelqu'un d'autre. Il n'insista pas. Au lieu de ça, il fit ce qui lui semblait naturel. Il prit la vieille guitare, appuyée contre la fenêtre. Les cordes n'avaient pas été touchées depuis des années, mais elles répondirent à ses doigts, avec un son qui le surprit, doux, usé et honnête. Gabriel s'assit sur le bord de la table basse et commença à jouer une progression simple et lente. Rien d'extraordinaire, juste les accords dont ses mains se souvenaient même lorsque son cœur avait essayé de les oublier à nouveau. Élise pencha légèrement la tête. Clara cessa de se balancer. Gabriel fredonna une mesure. Puis, sans un mot, il se mit à chanter, d'une voix grave et rauque, comme une vieille radio, dans un restaurant routier. La mélodie était une vieille berceuse folk que sa femme chantait à Léna le soir, quand le monde était encore gentil. Pose ta tête là, où pousse le coton, où le vent est doux et où la rivière sait. Les notes flottaient dans l'air comme de la poussière dans la lumière du soleil. Quand il leva les yeux, les lèvres d'Élise bougeaient, murmurant les mots à peine. Théodile. Gabriel adoucit son jeu, laissa sa voix s'éteindre. Les filles le regardaient comme s'il venait de parler une langue qu'elles n'avaient pas entendue depuis longtemps. « Tu connais cette chanson ?» demanda-t-il. Élise acquiesça. « Ma maman la chantait » murmura-t-elle. Puis, presque inaudiblement, avant, Gabriel ne dit rien, mais une boule se forma dans sa gorge. Il gratta simplement une fois de plus et regarda Léna, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine et les larmes menaçant de rompre son sang-froid. « Elle a besoin d'une vraie guitare, » dit Léna. Gabriel cligna des yeux. « Quoi, Élise ? La façon dont elle écoutait, la façon dont elle suivait tes mains. Elle pourrait apprendre vite, elle pourrait toutes les deux. » Gabriel baissa les yeux vers sa guitare, puis vers les filles. Ses instincts, si longtemps endormis, se réveillaient. La musique avait autrefois uni sa famille. Pourrait-elle unir celle-ci ? « Je peux vous apprendre, à deux, » leur dit-il gentiment. « Si tu veux, » dit Élise en regardant Clara. La jeune fille acquiesça presque imperceptiblement. « D'accord, » dit Élise. Plus tard dans l'après-midi, Gabriel sorta du grenier la vieille boîte contenant des médiators de guitare de rechange et des partitions usées. Il laissa les filles toucher les frettes, pincer les cordes et rire lorsque les notes sortaient grinçantes ou fausses. Mais quelque chose se produisit alors. Après l'avoir regardé jouer quelques accords, Élise les reproduisit presque instantanément. Elle ne se contentait pas d'imiter la forme de ses mains. Elle comprenait. « Attends, » dit-il, étonné. « Refais ça. » Elle s'exécuta. Puis, de mémoire, elle joua l'intro qu'il lui avait montré. Une fois, Gabriel regarda Léna, stupéfait. Elle est douée. Élise esquissa un sourire, mais c'était le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. Clara applaudit doucement. Gabriel regarda Léna, stupéfait. Elle est douée. Élise eut un petit sourire, mais c'était le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. Clara applaudit doucement. Ce soir-là, Gabriel s'assit sous le porche pendant que les trois filles
jouait avec des lampes de poche dans le jardin. Rien. Clara essayait d'attraper des lucioles qui n'existaient pas. La guitare était tête appuyée contre ses genoux. Léna était assise à côté de lui, les bras enroulés autour de ses genoux. « Tu as vu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Vu quoi ?» Comment les mains d'Élise bougeaient, comment elle suivait la musique. Ce n'était pas seulement de l'apprentissage, c'était autre chose. Il acquiesça. « Je pense », ajouta-t-elle doucement, « qu'elle était destinée à nous trouver. » Gabriel ne répondit pas. Il se contenta de lever les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à se dessiner dans la toile de la nuit. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne lui semblait pas vide. C'était comme un accord, comme si quelque chose de brisé était tranquillement ramené à l'harmonie. La première fois qu'Élise et Clara sont entrées dans la petite école publique d'Élise Rock, elles se tenaient fermement la main, comme si leur vie en dépendait. Gabriel leur avait proposé de les accompagner jusqu'à la classe. Elles avaient refusé. « Ils vont déjà nous regarder », avait dit Élise à voix basse. « C'est mieux si on y va toute seule. » Gabriel est resté là, dans le parking de l'école, se sentant impuissant et vide. Léna lui a donné une petite tape sur le bras, avant de courir vers son propre bâtiment. « Je vais les surveiller », lui a-t-elle promis par-dessus son épaule. Il a regardé les trois s'éloigner, sa fille et les deux filles qui n'étaient pas les siennes, mais dont l'avenir commençait à compter tout autant pour lui. L'école sentait comme toutes les petites écoles américaines, l'eau de Javel et les copeaux de crayon, la cafétéria, les corn dogs et le vernis du sol du gymnase. Mais pour Élise et Clara, c'était un champ de bataille. Elles n'avaient jamais mis les pieds dans une vraie école auparavant. Pas longtemps, en tout cas. Les règles les déroutaient. Les néons bourdonnaient comme des frelons. Le bruit des autres enfants leur semblait trop aigu. Mais le pire, c'étaient les regards. Le premier murmure est venu d'une fille en chemise rose et sandales à paillettes. C'est les jumelles poubelles. Elles vivent dans la cabane avec le mec bizarre à la guitare. Élise n'a pas regardé. Elle a continué à marcher, guidant Clara comme un bateau dans une mer agitée. À l'heure du déjeuner, c'était pire. Les garçons plus âgés dans le coin de la cafétéria les fixaient. L'un d'eux rit trop fort et imita le bruit d'un chat mourant, prétendant que c'était Élise qui chantait. Clara laissa tomber sa cuillère en plastique, les yeux remplis de larmes. Élise se leva à sa chaise raclant le sol. Gabriel, bien sûr, n'était pas là, mais s'il avait été là, il aurait peut-être été fier. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle s'est juste éloignée, tirant Clara doucement par la main, et a trouvé une table tranquille près de la fenêtre où personne d'autre n'était assis. Elles n'ont pas mangé. Elles ont juste attendu que la cloche sonne. Ce soir-là, Gabriel a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les filles étaient plus calmes que d'habitude. Élise, qui avait commencé à fredonner dans la maison tout en nettoyant ou en aidant Léna, était complètement silencieuse. « Dure première journée ?» demanda-t-il après le dîner, tout en accordant sa guitare. Élise haussa les épaules. Clara fixait le sol. Léna sortit de la cuisine en se séchant les mains. « C'est les enfants. Ils sont méchants. » Gabriel serra les mâchoires. « Il s'est passé quelque chose ? Il les insulte, se moque de leurs origines et de toi. » Il cligna des yeux. « Moi ? Oui. Un garçon a dit que tu étais un pecno fini qui vit dans une cabane et recueille des orphelins comme des chiens errants. » Pendant un instant, Gabriel vit raide, ses mains serrées sur le manche de la guitare, les doigts enfoncés dans le bois. Mais il leva les yeux et vit Élise qui l'observait, attendant de voir comment il allait réagir. Il expira lentement. « Tu crois ça ?» lui demanda-t-il doucement. Élise secoua la tête. Alors eux non plus ne devraient pas y croire. Plus tard, dans la nuit, une fois Léna couchée, Gabriel trouva Élise assise seule sous le porche, les genoux contre la poitrine,
les yeux fixés sur les étoiles. Il s'assit à côté d'elle, les planches craquant sous son poids. Tu sais, il fut un temps où les gens pensaient que j'allais devenir quelqu'un. Elle ne répondit pas. Je jouais dans des groupes. J'écrivais des chansons qui faisaient pleurer les gens. On m'a même proposé une place dans une tournée une fois, mais j'ai refusé. Pourquoi? Il fixa l'obscurité. Parce que ta mère, la mère de Lena, elle détestait les tournées. Elle disait qu'elle préférait chanter pour la lune et un feu de camp plutôt que pour une foule d'ivrognes à Denver. Alors son est resté. Tu le regrettes? Demanda-t-elle après un moment. Non, mais je regrette de ne pas avoir repris la guitare après sa mort. J'ai laissé la musique mourir avec elle jusqu'à ce que vous, les filles, arriviez. Les yeux d'Élise brillaient. Je ne suis pas doué. Tu es plus que doué. Tu es courageux. Je ne me sens pas courageux. C'est parce que le courage, ce n'est pas crier fort ou faire de grands discours. Parfois, c'est comme aller à l'école le lendemain, même après avoir été moqué, ou prendre une guitare, même si on a peur de se tromper. Il baissa les yeux vers ses mains, couvertes de petites callosités, après seulement une semaine d'apprentissage. Tu as la musique en toi, Élise, la vraie musique, celle qui fait écouter les gens. Le lendemain matin, Gabriel a surpris les filles avec une petite boîte en carton contenant un ensemble de cahiers assortis, 2 nouveaux crayons et un jeu de Mediator de guitare. Bleu pour Élise, jaune pour Clara. Des carnets de chansons, a-t-il dit, timidement. Si jamais vous voulez écrire vos propres chansons. Clara a souri si largement que ses fossettes ont apparu. Élise a pris son Mediator et l'a retourné comme s'il s'agissait d'un trésor. Lena s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, souriante. On devrait les inscrire à la scène ouverte de la communauté le mois prochain. Gabriel s'est retourné, mais il y a une scène à la fête de la moisson d'Élise Rock. Les enfants du coin chantent et jouent de Red Poetry. Pas de compétition, juste de l'expression. C'est petit, mais les yeux d'Élise se sont illuminés. Clara avait l'air à la fois terrifiée et ravie. « Seulement si elles le veulent », a dit Gabriel rapidement. Élise acquiesça d'un signe de tête. « Je veux y aller ». Gabriel ne se souvenait pas exactement quand le fredonnement avait commencé. Ce n'était pas fort, juste de douces mélodies qui flottaient d'une pièce à l'autre, comme un vent chaud à travers une porte moustiquaire. Au début, il crut que c'était dans sa tête, un écho fantomatique du passé, la façon dont le chagrin aimait se déguiser en son familier. Mais il réalisa ensuite que ce n'était pas un souvenir, c'était Élise. Elle fredonnait en faisant la vaisselle, tapait du rythme sur ses genoux, avec une cuillère, en attendant que l'eau bouille, et sifflait même doucement, en balayant le porche avec un balai trop grand pour ses bras. Clara la suivait comme son ombre, écoutant, riant parfois des paroles inventées qu'Élise murmurait quand elle pensait que personne ne l'entendait. Gabriel entendait tout, et quelque chose en lui remua. Clara la suivait comme son ombre, écoutant, riant parfois des paroles inventées qu'Élise murmurait quand elle pensait que personne ne l'entendait. Gabriel entendait tout, et quelque chose en lui remuait. Un après-midi, il entra dans le salon et trouva Élise assise en tailleur sur le tapis, usé à côté du vieux piano droit. Elle avait une main à l'intérieur du panneau ouvert, ses doigts effleurant les cordes intérieures comme celles d'une harpe. Le piano ne fonctionnait plus depuis des années. Il était désaccordé, la moitié des touchets étaient bloquées, mais elle jouait quand même, ou du moins essayait. « Tu sais que personne n'a touché à ce truc depuis que Lena était petite, » dit-il doucement, en s'agenouillant à côté d'elle. Élise ne leva pas les yeux. Il chante encore. Il suffit de savoir où appuyer. Gabriel se pencha. Elle pinça une corde près de l'arrière, au fond du ventre de l'instrument, et une note douce
et grave, résonna à travers le vieux bois. C'était imparfait, granuleux, mais réel. « Tu n'as pas tort, dit-il. » Elle leva les yeux vers lui, puis hésita. C'était à elle. Il acquiesça lentement. « Ta maman adorait ce piano. Elle s'asseyait ici et composait des berceuses. Elle avait cette théorie selon laquelle chaque morceau de musique existait déjà à l'intérieur d'un instrument. Il fallait juste être assez patient pour le laisser sortir. » Élise sourit faiblement. « C'est une belle pensée. » Elle dit. « Les gens sont pareils. » Ce soir-là, Gabriel ouvrit le placard de sa chambre, qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient 2 vieux classeurs, remplis de partitions manuscrites, un magnétophone et une écharpe qui sentait encore légèrement la vanille et le pain. Il apporta les classeurs sur la table de la cuisine, s'assit avec une tasse de thé et commença à lire. Léna entra au milieu de la 2e chanson. « Ça va ?» demanda-t-elle, prudente. Il leva les yeux, un sourire fantomatique jouant sur ses lèvres. « Je lis la musique de ta mère, et pour une fois, ça ne fait pas mal. » Elle s'approcha et jeta un œil par-dessus son épaule. Les pages étaient remplies de boucles et de volutes. L'écriture de sa mère était reconnaissable entre toutes. Des paroles griffonnées dans les marges, des progressions d'accords qui s'enroulaient et se courbaient comme des rivières. Avant, je pensais que je devais enfouir cette partie de moi pour survivre, dit Gabriel. Mais peut-être que j'attendais juste quelque chose. Qu'attendais-tu ? Demanda Clara, qui avait remarqué le regard de son père. Peut-être que j'attendais que le monde change, répondit Gabriel. Il regarda vers la pièce voisine, d'où provenait un doux fredonnement. Au cours de la semaine suivante, la cabane redevint ce que, au cours de la semaine suivante, la cabane est devenue quelque chose qu'elle n'avait pas été depuis longtemps. Musicale, les matins commençaient avec Élise, qui répétait des gammes simples sur la guitare acoustique, tandis que Clara battait la mesure, en tapant dans ses mains, mais fière. Léna préparait des toasts à la cannelle, pendant que Gabriel réglait les accordeurs, réaccordait les manches et griffonnait des mélodies sur un bloc-notes jauni. Le soir, il s'installait dehors, sous la lueur ambrée de la lumière du porche. Gabriel jouait de vieilles ballades de cow-boy et laissait les filles inventer des couplets à tour de rôle. Clara chantait des chansons sur des nuages en forme de canard. Élise a inventé une chanson intitulée « Le chien qui a mangé le ciel » et tout le monde a ri aux larmes. Un soir, après que Clara soit allée se coucher, Élise est restée derrière. Elle semblait agitée, tapant du pied contre la balustrade du porche. « À quoi tu penses ?» lui a demandé Gabriel. Elle a hésité. « Tu crois que je pourrais écrire une vraie chanson que tu connais déjà? Je veux dire, une chanson qui fait ressentir quelque chose aux gens. » Il se pencha vers elle et lui tapota doucement la tempe. « Élise, tout ce qui compte est déjà là. La seule chose que tu dois faire, c'est écouter. » Elle baissa les yeux vers sa guitare. « La récolte, c'est dans 3 semaines. Je sais. Et si je me plante ?» Gabriel sourit. « Alors tu te planteras, mais tu le feras à ta manière, et tu te relèveras. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Il se raidit, surpris, puis se laissa détendre. Cela faisait des années que personne ne s'était blotti contre lui comme ça, sans rien attendre en retour. C'était de la confiance. C'était apaisant, lentement et sûrement. « Tu es la première personne qui ait jamais cru en moi, » murmura Élise. Il ne le dit pas, mais la pensée lui vint quand même. « Tu es la première personne qui m'ait fait croire à nouveau en moi. » Tard dans la nuit, Gabriel ne pouvait pas dormir. Il se tenait au milieu de la cabane, la lumière éteinte, la lune projetant de longs rayons pâles sur le plancher. Une brise soufflait à travers la fenêtre ouverte, faisant bruisser le bord d'un cahier de chansons laissé sur la table. Il se dirigea vers le piano, ouvrit le couvercle
et appuya sur une touche. Elle était coincée. Il en appuya une autre. Celle-ci émit une note grave et tremblante qui vibra dans l'air comme une voix timide. Gabriel s'assit et passa ses doigts sur les touches. L'instrument gémit sous lui comme un vieil ami réveillé d'un long sommeil. Il ne joua pas encore, mais il resta assis là longtemps, au clair de lune, les mains posées sur les touches d'ivoire et de frêne, respirant la musique silencieuse qui vivait sous tout cela, attendant juste d'être invité à revenir à la lumière. Élise avait toujours su comment disparaître, pas dans le sens magique du terme, mais de cette manière discrète que les filles comme elle avaient appris à adopter lorsque le monde devenait trop bruyant, trop dur ou trop cruel. Dans les foyers d'accueil où elle avait vécu, sous les auvents des relais routiers où les regards s'attardaient trop longtemps, elle avait appris à se faire toute petite, à disparaître à la vue de tous. Mais elle ne pouvait pas disparaître sur la scène de la fête des moissons, pas quand son nom était écrit au marqueur noir sur la feuille d'inscription punaisée à la clôture de l'église baptiste, pas quand Clara répétait ses harmonies tous les matins avec une brosse à dents dans la bouche, et certainement pas quand Gabriel avait commencé à dépoussiérer le vieil amplificateur de la famille et à resserrer les boutons qui n'avaient pas tourné depuis 5 ans. Le matin de la fête des moissons arriva comme un vieil ami en bottes Élise, chaud, bruyant et imprégné de l'odeur du pop-corn et des corn dogs, des balles de foin et des fumées de diesel. Les champs étaient animés par des stands vendant des courtes pointes, des confitures et des carillons éoliens fabriqués à partir de cuillères cassées. Les enfants se poursuivaient avec des chapeaux de cow-boy trop grands pour leur tête. Des hommes à la retraite accordaient leur banjo sous des tentes improvisées. La scène principale se trouvait à l'extrémité sud du champ de foire. Rien de plus qu'un panneau de contreplaqué posé sur des parpaings avec un auvent rayé au-dessus et 2 microphones cabossés qui craquaient toutes les quelques minutes comme des poumons fatigués. En coulisses, dit Élise, en serrant sa guitare si fort que ses jointures blanchirent. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui dit Gabriel doucement derrière elle. Elle ne répondit pas tout de suite. « Alors je veux le faire ». Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Le MC, un homme au visage rouge, appelé Cal Rainier, qui tenait le magasin d'alimentation locale, tapota le micro et éclata d'un rire tonitruant. « Très bien, tout le monde. On continue avec notre prochain numéro. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Gabriel, Moreau et les filles. C'est mignon. » Il rit de sa propre blague. Quelques personnes, dans le public, l'imitèrent. Gabriel se plaça derrière Élise et Clara, posant une main apaisante sur chacune de leurs épaules. Il s'avança vers le micro et ajusta le pied sans dire un mot. Ses longs doigts s'enroulèrent autour du manche de sa guitare, avec le même soin qu'il aurait mis à tenir un nouveau-né. Élise et Clara le suivirent sur scène, et des rires fusèrent de l'arrière de la foule. Regardez ces cas sociaux. C'est une scène ouverte ou une campagne d'adoption. Chante-nous une chanson en lambeaux. Élise tressaillit. Clara se réfugia derrière sa sœur, serrant son petit carnet à 2 mains. Gabriel se retourna, les mâchoires serrées, mais il ne bougea pas. Il savait que c'était leur moment, pas le sien. Élise s'avança vers le micro. Elle semblait trop petite, trop jeune, trop fragile face au soleil brûlant, à la mer de chapeaux de cow-boy et au regard sceptique, mais elle plongea alors la main dans la poche de sa robe et en sortit un morceau de papier plié qu'elle déplia, aplatit contre sa cuisse, puis prit une grande inspiration. « Je m'appelle Élise, » dit-elle, d'une voix douce mais claire. « Voici ma sœur Clara.
On a écrit cette haute chanson pour l'homme qui nous a donné un foyer, alors que personne d'autre ne le faisait. Un silence s'est abattu sur la foule, comme le vent qui tombe avant une tempête. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il le devait. Il nous a sauvés parce que c'est qui il est. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour te dire merci. Gabrielle cligna des yeux. Clara se plaça à côté d'elle et acquiesça. Elles se tournèrent vers Gabrielle qui commença à jouer. Le premier accord fut doux, ses doigts effleurant les cordes comme une prière. La mélodie n'avait pas de titre, elle n'en avait pas besoin. C'était le son des balancelles sous le porche et des secondes chances, le son des nuits avec un frigo vide et le cœur plein. Élise se mit à chanter. Sa voix était faible au début, fragile même, mais Clara la rejoignit, et ensemble, leurs harmonies se remplirent l'espace comme une couverture cousue sur une blessure. Il nous a trouvés là où la route était calme, dans un lit de poussière et de peur. Il ne nous a pas demandé d'où nous venions. Il nous a simplement serrés contre lui. La foule est devenue silencieuse. Même les cigales semblaient avoir arrêté de chanter. Les gens qui ricanaient quelques minutes ou d'été auparavant bougeaient maintenant sur leurs chaises, les mains posées quiètement sur leurs genoux. Un petit enfant au premier rang a arrêté de gigoter. Un vieux vétéran, à côté du stand de limonade, ferma les yeux et écouta. Le solo de Gabrielle résonna comme un souffle léger et douloureux. Ses mains glissaient sur les cordes, comme si elle connaissait l'histoire avant qu'elle ne soit racontée, comme si elle l'avait vécue. Et c'était le cas. Lorsque la dernière note retentit, il n'y eut pas d'applaudissements, pas au début, juste un profond silence collectif. Puis une femme au deuxième rang s'est levée. Elle portait un chapeau de soleil décoloré et avait les joues baignées de larmes. Elle a applaudi une fois, deux fois, puis encore. D'autres ont suivi jusqu'à ce que les applaudissements deviennent un tonnerre, sincère et retentissant. Élise s'est éloignée du micro et a instinctivement cherché la main de Gabrielle. Il l'a prise, et Clara a pris l'autre. À ce moment-là, il n'était plus un homme brisé et deux filles perdues. Ils étaient une famille. Là, sur une scène improvisée sous le ciel immense et impitoyable, Karl Renner est revenu au micro, clignant des yeux, comme s'il ne savait pas ce qui venait de se passer. Eh bien, je suppose que parfois, on n'a pas besoin de raffinement, juste de cœur. Gabrielle a souri légèrement. C'était suffisant. Les applaudissements avaient cessé, mais leur écho résonnait encore dans la poitrine de Gabrielle, longtemps après que les derniers applaudissements se soient éteints. Ce n'était pas juste du bruit, c'était quelque chose de plus profond, une sorte d'apesanteur, comme s'il avait lâché quelque chose dont il ignorait l'existence. Il descendit de la scène, avec Élise et Clara qui lui tenaient toujours la main, leurs paumes moites mais fermes. Léna les rejoignit, près de l'entrée de la tente, les bras ouverts, le visage rayonnant. « Vous avez réussi », murmura-t-elle, en serrant les deux filles dans une étreinte qui ressemblait plus à une étreinte. « Vous avez vraiment réussi ». Gabrielle resta en retrait, observant, les doigts encore engourdis par les cordes, les oreilles bourdonnant du silence brut qui avait suivi leur dernier accord. Ce n'était pas la meilleure musique qu'il ait jamais jouée. Techniquement, ils avaient raté une ou deux notes. Clara était entrée trop tôt sur la troisième ligne. La voix d'Élise s'était brisée au pont. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car ils avaient dit la vérité, et Élise Rock les avait écoutés. Après le concert, ils ont déambulé dans le parc d'attractions, non plus en tant qu'artistes, mais en tant que famille. Les gens les arrêtaient, certains avec précaution, comme s'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de parler. D'autres, chaleureux, leur tendaient la main, la voix douce, pour s'excuser ou exprimer leur admiration. Un homme âgé, vêtu d'un gilet militaire, usé, a tapoté l'épaule de Gabrielle
et lui a dit « Cette chanson m'a rappelé quand ma femme est morte. Merci. » Un jeune couple avec un bébé dans une écharpe tendit à Clara une pomme caramélisée et murmura « Vous avez été courageux. » Même Cal René, le MC qui avait plaisanté à leur sujet sur scène, s'approcha, le chapeau dans les mains. « Je vous dois des excuses, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'avais pas réalisé que j'assistais à quelque chose de sacré aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. » Gabriel acquiesça. Nous non plus. Élise leva les yeux vers lui. « Est-ce que c'est ça, quand les gens t'entendent ?» se demandait-il parfois. Mais c'est rare qu'ils écoutent vraiment. Ce soir-là, la cabane était pleine de lumière, pas seulement celle des lampes, mais celle de quelque chose de plus brillant, de la joie, de l'incrédulité, un léger bourdonnement qui n'était pas là auparavant. Léna a préparé des croque-monsieur et une soupe à la tomate. Clara a dessiné la scène avec des feux d'artifice au crayon. Élise a recopié ses paroles sur une page blanche de son cahier, en écrivant plus lentement que d'habitude, comme si elle voulait que le souvenir sèche entre les lignes. Gabriel était assis sous le porche, sa guitare sur les genoux, les doigts flottant sans but sur les cordes. Il ne jouait pas, il touchait simplement les cordes, se remémorant. Il ne savait pas comment décrire ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ressemblait à une guérison. Plus tard dans la nuit, une fois les filles couchées et Léna endormie, Gabriel resta dehors à regarder les étoiles s'estomper dans la brume. Des pas grinçaient derrière lui. Élise, dans sa chemise de nuit trop grande et pieds nus, grimpa dans le rocking-chair à côté du sien. « Je n'arrivais pas à dormir », murmura-t-elle. « Moi non plus. » Elle fixa la nuit, puis le regarda. « Tu avais peur ?» Il cligna des yeux sur scène. Elle acquiesça. Il expira lentement. « Plus que je n'ai eu peur depuis des années, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Mais tu ne l'as pas montré. C'est ça le truc, » dit-il. « On ne se débarrasse pas de la peur. On vit avec. » Ils se balancèrent en silence pendant un moment, la brise faisant bruisser les herbes sèches derrière la clôture. Puis, doucement, j'ai vu quelqu'un pleurer aujourd'hui. Une dame au 2e rang. Je l'ai vue aussi. Elle ressemblait à ma mère avant qu'elle arrête de chanter. Gabriel se retourna. « Ta mère était chanteuse », hésita Élise. Elle fredonnait beaucoup avant que le monde ne devienne bruyant. Il n'insista pas, il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, une autre lettre du comté arriva. Gabriel l'ouvrit avec un soupir et s'assit à la table de la cuisine pendant que les filles nourrissaient les poules dans le jardin. Léna restait à proximité, les bras croisés. « C'est à propos de eux ?» Gabriel acquiesça. « Une visite d'assistance sociale. Ils veulent vérifier leurs conditions de vie. Ils ne vont pas les emmener, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux, la mâchoire serrée. « Pas si je peux l'empêcher. » Elle s'approcha. « Ils appartiennent à la famille, n'est-ce pas ? Pas si je peux l'éviter. » Elle s'approcha. « Elles sont ici, papa. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il le savait. Chaque fibre de son être le savait. Et pourtant, la loi n'était pas toujours en accord avec l'amour. Cet après-midi-là, Gabriel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis les funérailles de sa femme. Il se rendit au tribunal local, vêtu d'une chemise propre et de bottes qui ne grinçaient pas. Il se tint devant une greffière, aux yeux bienveillants et au sourire fatigué, et lui demanda ce qu'il devait faire pour entamer les démarches de tutelle. « Êtes-vous de la famille ?» demanda-t-elle. Il hésita pas légalement. Son regard s'adoucit. « Alors changeons cela. » De retour à la maison, Élise s'assit à nouveau au piano. Le couvercle était ouvert. Les touches étaient toujours ébréchées et jaunies. Elle en tapa une, puis une autre, puis fit glisser ses doigts sur le clavier irrégulier, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Clara observait depuis le canapé, serrant ses genoux contre elle. Gabriel entra, un sac en papier à la main.
Élise se retourna. « Qu'est-ce que c'est ?» Il sourit. « Des pièces. Je vais réparer cet instrument. Ça prendra peut-être du temps, mais je pense qu'il peut encore chanter. » Élise rayonnait. Nous aussi. Il se figea à ces mots, car ils n'étaient pas seulement vrais. Ils étaient prophétiques. Tout avait commencé avec la courte pointe. 3 jours après la fête des récoltes, une femme du nom de Hattie Parker se présenta à la cabane de Gabriel avec une boîte enveloppée dans du papier brun et ficelée, avec de la ficelle effilochée. Elle ne dit pas grand-chose, se contenta de tendre la boîte à Élise et dit « Je t'ai vu chanter, ça appartenait à ma sœur, elle t'aurait adoré. » À l'intérieur, il y avait une courte pointe, faite à la main, à partir de chemises, en flanelle délavée, de robes en coton et d'un carré qui semblait suspect, comme s'il provenait d'un voile de mariée. Dans un coin, étaient cousus les mots, destinés à ceux qui choisissent l'amour plutôt que la peur. Élise pleura en voyant ça, Clara aussi. Gabriel a dû se détourner un instant pour se ressaisir. Cette courte pointe n'était pas parfaite, mais c'était un symbole, et les symboles ont le don de résonner plus longtemps que les applaudissements. Après cela, les choses ont changé. Les habitants de la ville ne chuchotaient plus lorsque Gabriel entrait dans le magasin général. Ils lui faisaient un signe de tête, lui disaient bonjour, lui demandaient comment allaient les filles. Certains se souvenaient même de leur prénom. Un prof de musique à la retraite a proposé de donner des cours de piano à Élise et Clara le samedi. La serveuse du resto du coin, Cora Mays, a mis en place une offre spéciale, Songbird, sur le tableau noir, petit déjeuner gratuit pour tous les enfants qui interpréteraient une chanson originale lors des événements communautaires. Et Cal Rayner, le quichom qui les avait moqués au micro, a accroché une photo encadrée des filles sur le mur de son magasin d'alimentation juste à côté d'une photo en noir et blanc de ses propres filles, prise plusieurs décennies auparavant. Au début, Gabriel ne savait pas comment réagir. Il n'avait pas l'habitude d'être regardé, mais Lena a très bien résumé la situation un soir pendant le dîner en disant « Les gens nous ont regardés sur scène et ont réalisé qu'ils avaient tort. Et les meilleures personnes, celles qui valent la peine d'être connues, ont admis qu'elles avaient tort. » L'un des visiteurs les plus inattendus était un adolescent grand et calme nommé Ellie, qui a frappé à leur porte tard dans l'après-midi, tenant une guitare éraflée et une offre de paix sous la forme d'excuses. « J'étais l'un des enfants qui ont ri, » dit-il, en regardant Élise droit dans les yeux. « Je ne voulais pas être méchant. Je ne savais tout simplement pas comment réagir face à quelque chose d'aussi honnête. » Gabriel regarda Élise fixer le garçon, cligner des yeux, puis s'avancer lentement et lui tendre la main. « Ce n'est pas grave, » dit-elle. « Mais si tu restes, tu dois jouer quelque chose. » Pécho. Ellie sourit, soulagée, et s'assit sur les marches du porche. Ses doigts étaient maladroits, mais ses efforts étaient sincères. Tous les trois, Élise, Clara et Ellie, jouèrent jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que les moustiques les poussent à rentrer à l'intérieur. Mais tous les changements n'étaient pas agréables. Avec la visibilité venait l'attention. Les services de protection de l'enfance ont rappelé. Un travailleur social a prévu une autre visite. Cette fois, il voulait voir des documents sur le développement émotionnel et des preuves d'un environnement éducatif stable. Gabriel est resté calme au téléphone, mais après avoir raccroché, il a fixé le mur pendant un long moment. « Et si l'amour ne suffisait pas ?» a-t-il finalement dit à voix haute. Lena leva les yeux de la table de la cuisine. Alors on leur montre que l'amour a rendu tout le reste possible. Elle avait 13 ans, mais d'une certaine manière, elle avait toujours eu la sagesse de quelqu'un qui avait vécu plus de vie que ses années ne pouvaient l'expliquer. Ce dimanche-là, le pasteur Wilkins invita la famille Moreau
à prendre la parole à la fin du service du matin. Gabriel, comme prévu, refusa. « Je ne monte pas en chair », marmonna-t-il. Mais Élise surprit tout le monde en disant « J'aimerais y aller ». Et c'est ce qu'elle fit. Vêtue de la robe que Léna l'avait aidée à raccommoder, Élise se tint devant l'assemblée, Clara à ses côtés, et parla doucement dans un micro qui, pour une fois, n'émit aucun bourdonnement. « Avant, on était invisible, dit-elle. On pensait que si on se faisait tout petit, tout silencieux, on survivrait peut-être. Mais M. Gabriel ne nous a pas laissé rester petits. Il nous a donné des chansons à la place du silence. Et maintenant, on n'a plus peur. Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement des hochements de tête, des yeux embués et le bruit des mouchoirs sortis des poches. Après la cérémonie, le pasteur Wilkins s'approcha de Gabriel devant les marches de l'église. « Tu n'as pas dit un mot à l'intérieur, » lui dit-il. « Ce n'était pas nécessaire, » répondit Gabriel. Le pasteur sourit. « C'est ça, être père. » Gabriel détourna le regard, non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce que la vérité était presque trop lourde à porter. De retour à la maison ce soir-là, la famille était assise sous le porche, avec des parts de tarte aux pêches et une brise qui sentait légèrement le chèvrefeuille. « Tu crois que les gens changent vraiment ?» demanda Élise. Gabriel prit une bouchée de tarte et mâcha pensivement. « Je pense que les gens se souviennent de qui ils sont quand on le leur rappelle avec douceur. » Élise acquiesça, satisfaite. Puis elle se tourna vers Clara et lui murmura quelque chose. Clara rit, courut à l'intérieur et revint avec le journal de chansons. « On en a écrit une nouvelle, » dit Élise, les yeux brillants. Gabriel prit sa guitare. « Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ?» Alors qu'il commençait à chanter, le vent se leva légèrement, juste assez pour soulever le coin de la couverture, désormais drapé sur la balustrade de la véranda. Il flottait comme un drapeau, une bannière, une déclaration silencieuse que parfois les voix les plus douces peuvent porter le plus loin. Tout a commencé par une vidéo. Gabriel ne savait pas que quelqu'un avait filmé leur performance à la fête des récoltes. Du moins, pas avant qu'une femme de San Antonio a envoyé un message à Léna via la page Facebook de l'église pour demander si les deux filles miraculées qui avaient chanté avec leur père étaient disponibles pour une interview. La vidéo avait été partagée par un visiteur d'Austin, puis par quelqu'un d'Amarillo. En une semaine, elle avait été vue plus de 60 000 fois. Et tout à coup, ils n'étaient plus juste la famille tranquille au bord du rocher d'Élise. Ils étaient dans l'actualité. L'appel suivant serait venu d'une organisation à but non lucratif qui aidait à financer l'éducation artistique des jeunes en milieu rural. La femme au téléphone avait une voix douce et expérimentée et a appelé Élise et Clara, douées au-delà de leur âge. « Nous aimerions les intégrer à l'un de nos programmes spéciaux. » Elle a dit. « Nous offrons un mentorat, un logement et une exposition au meilleur conservatoire. Nous avons des relations à Nashville, Los Angeles. » Gabriel s'est éclairci la gorge. Elles ne veulent pas quitter leur maison. « Monsieur Moreau, » dit-elle d'un ton entendu. « Parfois, c'est chez soi que commence l'avenir, pas là où il se termine. » Il raccrocha poliment, mais un malaise s'installa dans sa poitrine comme une pierre. 2 jours plus tard, on frappa à la porte. Ce n'était pas le coup timide d'un voisin, ni le coup sec d'un livreur. C'était officiel. Un SUV noir était garé devant le portail et 2 femmes, en tenue chic, se tenaient sous le porche avec des mallettes et un bloc-notes. « Monsieur Gabriel Moreau. » Il hocha la tête. « Nous représentons la famille Caldwell. » Gabriel plissa les yeux, tandis que la plus jeune femme ajusta ses lunettes, les grands-parents d'Élise et Clara. Cet après-midi-là, le salon semblait plus froid que d'habitude, malgré la chaleur texane à l'extérieur. Les représentantes se sont assises bien droites
sur le canapé, et ont parlé d'un ton poli et sec. Elles ont remis des documents, des certificats de naissance, des déclarations sous serment, des photos d'un grand domaine près de Santa Fe. Gabrielle les a à peine regardées. Elle recherchait ses filles depuis plus d'1 an. L'un d'eux dit la mère, « Votre femme, je suppose, a quitté la maison avec elle dans des circonstances compliquées. » « Ce n'était pas ma femme, » dit Gabrielle doucement. Clara se blottit contre Léna. Élise s'assit par terre, les genoux repliés, les yeux écarquillés, mais impénétrables. « Elle est passée par notre système de manière anonyme, » continua Gabrielle. « On ne connaît pas toute l'histoire, mais moi, je la connais, » dit-elle. Elle les a laissées derrière elle, et on s'occupe d'elle depuis lors. Les femmes échangèrent des regards. « On ne doute pas de votre dévouement, » dit l'une d'elles. Mais les Caldwell sont prêts à récupérer leur garde. Ils leur offrent un foyer stable, une éducation d'élite, une sécurité financière. La voix de Gabrielle s'éleva, pas fort, mais avec férocité. Elles ont déjà un foyer. La femme plus âgée ouvrit un dossier en cuir et fit glisser une lettre. Conformément à l'État du Texas, la tutelle sera réexaminée. Ce soir-là, Gabriel était assis à la table de la cuisine, la lettre toujours dans la main. Il n'avait encore rien dit aux filles, pas tout, mais Élise avait vu son visage. Elle voyait toujours trop de choses. Léna faisait les 100 pas derrière lui. Ils ne peuvent pas simplement venir ici et les emmener. Ils le peuvent, dit Gabriel d'un ton neutre. Si le tribunal est d'accord, c'est dans leur intérêt. Et l'amour, alors, rétorqua-t-elle. Il leva les yeux, et les chansons qu'on chante sous le porche, la façon dont Clara s'accroche à ta main, la façon dont Élise s'illumine quand tu lui montres un nouvel accord. Il ne répondit pas, car tout lui semblait trop fragile, à présent, comme si un coup de vent juridique pouvait balayer toute leur vie. Ce week-end-là, la famille se rendit en voiture à la lisière de la ville, sur une crête que Léna adorait et qui surplombait un lit de rivière asséché. Ils étendirent une couverture, sortirent des sandwichs au beurre de cacahuètes et restèrent longtemps sans rien dire. Puis Élise prit son journal de chansons et, sans lever les yeux, dit « S'il nous emmène, je ne chanterai plus jamais. » Gabrielle déglutit difficilement. « Ne dis pas ça, je suis sérieuse. » Il se tourna vers elle. « La musique est en toi. Personne ne peut te l'enlever. » Elle ferma le cahier. « Ils peuvent t'emmener. » Clara leva les yeux, clignant rapidement des paupières, comme pour ne pas pleurer. Gabrielle passa un bras autour d'elle, toutes les deux, et les serra contre lui. « Personne ne prendra personne, » dit-il, même si ces mots lui semblaient trop forts pour être vrais, mais alors même que l'incertitude flottait comme de la poussière dans l'air. Quelque chose d'autre commença à se former en dessous, une résolution silencieuse. Au cours des jours suivants, Gabrielle rassembla toutes les photos, tous les devoirs scolaires, tous les certificats tests médicaux et toutes les affiches de récital. Il dactylographia une lettre à la main à la tribunal des affaires familiales, à laquelle il joignit les témoignages du pasteur, du professeur de musique et même de Cal Rainey. Puis il s'assit avec Élise et Clara et leur raconta tout. Les filles ne pleurèrent pas. Au lieu de ça, Élise posa une question. « On peut écrire une chanson pour l'audience. » Gabrielle cligna des yeux. « Quoi? La musique dit mieux la vérité que les mots. » Il sourit, le cœur brisé. « Oui, dit-il. Oui, c'est vrai. » L'audience était prévue pour le mercredi matin, à 10 heures précises, dans un tribunal beige qui sentait le vieux papier et la cire pour parquet parfumée au citron. C'était le genre d'endroit où les familles s'effondraient devant des inconnus et où les décisions étaient prises dans un silence fluorescent. Gabrielle portait sa plus belle chemise, propre et repassée, mais un peu trop serrée aux épaules.
Lena portait une robe marine toute simple. Élise et Clara tenaient chacune leur cahier de chansons, comme une bouée de sauvetage, les doigts tachés de crayon et d'espoir. Quand elles entrèrent dans la salle d'audience, l'air changea. Un juge aux yeux fatigués était assis à son bureau, encadré par des drapeaux de l'État. Les Caldwell étaient déjà assis, leur avocat ajustant sa cravate et chuchotant des notes de dernière minute. À côté d'eux se trouvaient les deux représentants des services sociaux, distants, observateurs et cliniques. Gabriel a pris la main d'Élise. Elle a serré ses doigts très fort. « Quoi qu'il arrive », a-t-il murmuré, « tu n'as jamais été une erreur. » Elle n'a pas répondu, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Les Caldwell ont pris la parole en premier. Leur avocat a décrit un foyer stable, avec plusieurs chambres, des tuteurs privés, une infirmière à domicile. Des photos furent montrées, des pelouses impeccables, des écuries, un piano à queue rutilant que personne ne semblait jouer. Ils peuvent offrir à ces enfants toutes les chances possibles, conclut l'avocat. Une vie de sécurité, d'accès à la culture, sans difficulté. Le juge acquiesça, en prenant des notes. Puis, Gabriel fut appelé. Il se leva lentement et s'éclaircit la gorge. « Je m'appelle Gabriel Moreau », commença-t-il. « Je ne suis pas de leur sang. Je n'ai pas de fonds fiduciaire, ni de maison de vacances. Je vis au bord du rocher d'Élise, dans une cabane avec 3 chambres, 2 guitares et un piano qui tient à peine le coup. » Un sourire a effleuré l'assemblée. Il a continué. « Quand j'ai trouvé Élise et Clara, elles n'avaient pas seulement faim. Elles avaient soif de calme, de quelqu'un qui les écoute, de se sentir à leur place. J'ai mis tout ce que j'avais pour les sortir de la rue. Elles avaient soif de calme, de quelqu'un qui les écoute, d'un sentiment d'appartenance. » Il a plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti une feuille de papier pliée. « Je pourrais parler toute la journée de ce que nous avons construit ensemble, mais je préfère vous laisser le montrer, » a déclaré le juge en haussant un sourcil. « Votre honneur, » a dit Gabriel, « avec votre permission, elles aimeraient vous jouer quelque chose. » Il y eut un bref silence. La salle s'agita, murmura. Le juge se cala dans son fauteuil. Continuez. Gabriel se retourna. Élise et Clara se tenaient côte à côte. Pas de micro, pas de système de sonorisation, juste l'air libre de la salle d'audience et le genre de silence qui ne s'installe que lorsque quelque chose de sacré est sur le point de se produire. Gabriel commença à gratter sa guitare. Les accords étaient simples, les 4 mêmes qu'ils avaient répétés chaque soir pendant une semaine. La voix d'Élise se fit douce et basse, comme une brise matinale soufflant à travers une vieille porte moustiquaire. Nous ne venions pas d'une famille riche, nous n'avions pas de projet, mais nous avons trouvé un endroit qui nous a accueillis avec des mains usées et calleuses. Puis la voix de Clara s'est doucement superposée à la sienne. Pas de mur de manoir pour nous cacher, pas de lustre pour briller, mais nous avons appris à chanter à la lueur du feu et avons fait de ce silence le nôtre. Les mains de Gabriel ne tremblaient pas, mais son cœur, oui. Lorsque la dernière note s'est éteinte, il n'y a pas eu d'applaudissements, juste le silence. Le juge s'est penché en avant. « Les filles », a-t-il dit d'une voix ferme, « c'est vous qui avez écrit cela ?» Élise a hoché la tête. « On a juste écrit ce qu'on ressentait. » Le juge a pris une longue inspiration. « Merci. » Il a baissé les yeux vers les papiers. Les avocats tiraient sa 4 épingles, se sont agités sur leur siège. Les Caldwell se tenaient droits, les lèvres serrées, mais le vent avait déjà tourné. Le verdict tomba 20 minutes plus tard, prononcé sur le même ton neutre que les instructions d'un supermarché. Le tribunal reconnaît le lien de parenté des requérantes et leurs ressources. Cependant, il reconnaît également le développement émotionnel extraordinaire et les preuves documentées
d'une prise en charge constante par M. Gabriel Moreau. Le juge fit une pause. La tutelle restera auprès de M. Moreau sous surveillance permanente. Si des préoccupations surviennent, le tribunal se réserve le droit de réévaluer la situation. Mais à partir d'aujourd'hui, ses filles sont chez elle. Clara poussa un cri avant de se couvrir la bouche. Les épaules d'Élise s'affaissèrent, comme si elle avait soutenu le toit du monde et pouvait enfin le poser. Gabriel ferma les yeux pendant une seconde. Léna fondit en larmes et serra ses deux sœurs dans ses bras. À l'extérieur du tribunal, le soleil semblait plus brillant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Les gens passaient, certains regardant avec curiosité, d'autres s'arrêtant pour offrir un sourire discret. Les Caldwell ne dirent rien en partant, se contentant de saluer Gabriel d'un signe de tête. Était-ce en signe de reconnaissance ou de résignation? Il n'aurait pas su le dire, mais il ne les a pas suivis. Il n'en avait pas besoin, car sa famille marchait à ses côtés ce soir-là. De retour sous le porche, Élise a tendu à Gabriel un petit mot plié. Il était écrit en cursive avec de petits cœurs dans les marges. « Cher monsieur Gabriel, vous ne nous avez pas donné la vie, mais vous nous avez donné une chanson, et personne ne l'avait jamais fait avant. C'est pourquoi nous vous choisissons pour toujours. M, Élise et Clara. » Gabriel n'a pas pleuré, pas à ce moment-là, mais il est rentré, a pris la vieille photo de sa femme qui était posée sur la cheminée et a murmuré « On a un groupe maintenant ». La cabane n'avait jamais été aussi bruyante, pas à cause des cris ou du vacarme, mais à cause de la vie. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes, comme le vent. Élise jouait des mélodies douces dans un coin, tandis que Clara chantait avec un ruban dans les cheveux et un tambourin sur les genoux. Léna était assise à la table, corrigeant une vieille feuille de travail scolaire avec une concentration exagérée. Gabriel était sous le porche, en train de serrer la dernière vis du piano droit qu'il venait de réparer. Ça lui avait pris des semaines. Il avait commandé des pièces dans 3 comtés différents, poncé les touches collantes, réparé les marteaux cassés. La nuit, quand la maison était calme, il s'asseyait seul, le couvercle légèrement soulevé, tapotant chaque touche, à l'écoute des souvenirs, à l'écoute d'elle. Et maintenant, c'était prêt. Il repoussa le banc et s'assit, les doigts suspendus au-dessus de lui voir, puis appuya doucement sur la première corde. Le son était profond, chaud, imparfait. La note tremblait comme quelque chose qui n'était pas sûr de revenir. Puis la suivante, et la suivante. Élise jeta un coup d'œil depuis le coin de la pièce. Clara la suivit. Gabriel continua à jouer. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. La mélodie qu'il avait composée ne venait pas de sa mémoire. Elle était nouvelle, inachevée, honnête. Léna entra dans la pièce et s'assit en tailleur sur le sol. « Tu écris quelque chose ?» demanda-t-elle. Il ne leva pas les yeux. Oui, pour elle, il acquiesça. Il savait tous de qui il parlait. La musique s'écoula lentement, comme une lettre écrite à la main, sans précipitation, sans contrainte, une ligne à la fois. Au début, elle n'avait pas de titre, mais dans son esprit, il entendait sans cesse son nom, Claire, la femme, qui avait autrefois rempli cette maison de berceuses et de lavandes. La femme qui avait appris à Léna à chanter avant qu'elle ne sache lire. La femme qui s'était assise à ce même piano, enceinte de 7 mois, jouant des valses au rythme des battements du cœur qu'elle aimait déjà. Il pensait avoir enterré cette partie de lui-même, mais l'amour ne s'enterre pas. Il attend. À la fin de la semaine, la mélodie avait pris racine. Elle était devenue une chanson, pas triste, mais pas vraiment joyeuse non plus. Elle avait la tendresse d'une prière murmurée et la force tranquille de quelqu'un qui réapprend à respirer. Gabriel l'apprit aux filles de la famille par morceaux. Élise prit les couplets.
Clara a pris le pont. Léna, toujours la colonne vertébrale, tenait le rythme, subtil mais régulier. Elle répétait la nuit sous le porche, les lucioles clignotant leur approbation, la chaleur texane commençant enfin à s'atténuer alors que l'été laissait place à l'automne. Puis vint l'invitation. La ville organisait une fête des récoltes, un événement communautaire pour célébrer la résilience locale. Après que la performance à la foire soit devenue virale, plusieurs habitants de la ville ont insisté pour que les Moreau soient en tête d'affiche. Gabriel a hésité. Il n'avait pas monté sur une vraie scène depuis plus de 10 ans. Pas une scène avec des lumières, pas une scène avec des gens qui attendaient quelque chose de lui. Mais alors, Élise a dit « C'est sa chanson, non ?» Il a hoché la tête, alors chantons-la pour elle. La scène était plus grande cette fois-ci. De vrais projecteurs, un vrai matériel de sonorisation, une vraie nervosité. Élise tripotait sa robe. Clara portait de nouvelles bottes qui grinçaient à chaque fois qu'elle bougeait. Léna a testé le micro, puis l'a retesté 3 fois. Gabriel se tenait à l'écart, sa guitare sur le dos, les mains moites. La foule était plus nombreuse que ce qu'ils avaient imaginé. Il n'y avait pas que des habitants du village, mais aussi des visiteurs venus des comtés voisins, des gens qui avaient vu la vidéo, des gens qui avaient été touchés par cette chanson, des gens qui venaient chercher de l'espoir. Karl Renner, désormais MC, officieux du village et ancien sceptique repenti, s'est approché du micro. « Mes amis, dit-il en s'éclaircissant la gorge, je pourrais vous présenter la famille suivante avec une liste de félicitations, mais à vrai dire, ils n'en ont pas besoin. Ils nous ont déjà rappelé ce qui compte vraiment. » Il se tourna, il hocha la tête. « Veuillez accueillir Gabriel, Moreau et ses filles. » Cette fois-ci, les lumières n'étaient pas aveuglantes. La foule n'était pas intimidante. C'étaient juste des gens qui écoutaient. Gabriel s'assit au piano. Élise se tenait à sa gauche, une guitare à la main. Clara serrait son tambourin, comme un trésor sacré. Léna, les bras croisés, se tenait à l'arrière de la scène, comme un pilier de détermination silencieuse. Gabriel joua les premières notes, et le silence qui suivit était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Il n'était pas rempli de doute, il était rempli de révérence. Puis, Élise a commencé à chanter. Elle était la chanson que je jouais avant que les cordes ne se taisent. Le porche était calme, les nuits étaient longues, et le temps avait oublié de guérir. Gabriel a pris le refrain d'une voix rauque et brute. Mais les chansons ne meurent pas, elles se taisent simplement jusqu'à ce que les cœurs soient prêts à essayer, et j'ai retrouvé son nom dans les accords, sous ce ciel d'Élise. Clara l'a rejointe au pont. Léna a ajouté l'harmonie. Au dernier couplet, les 4 étaient liés non seulement par le sang, les papiers ou les épreuves, mais aussi par la musique, par la vérité qu'ils avaient vécue et par l'amour qu'ils avaient choisi. Les applaudissements ont été longs et forts, mais avant même qu'ils ne commencent, Gabriel l'a senti, cette certitude tranquille qui montait dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une maison, c'était une vie qui était chantée pour exister. De retour à la cabane, longtemps après que la scène se soit vidée et que les derniers remerciements aient été prononcés, Gabriel a placé les paroles manuscrites de la chanson dans un cadre. Il l'a accroché au-dessus du piano. Au-dessus, il a ajouté une petite plaque en bois. On pouvait y lire la chanson de Claire pour la famille qu'elle n'a jamais pu terminer, et pour celui qui l'a terminée à sa place. L'automne arriva pour Élise comme une excuse murmurée. La chaleur qui faisait autrefois craquer la terre avait maintenant laissé place à des matins ambrés, l'air plus frais, plus vif, parfumé de cèdre et de foin. Les feuilles s'amassaient en petites grappes dorées devant le porche de Gabriel, et les collines au loin rougissaient sous un ciel qui ne brûlait plus, mais brillait. À l'intérieur de la cabane,
Le piano n'était plus une relique, c'était un compagnon. Chaque matin commençait avec sa voix. Parfois, les doigts d'Élise effleuraient les touches, tandis que Clara chantait à côté d'elle. Parfois, Léna composait de douces harmonies qui flottaient dans l'air pendant le petit déjeuner. Gabriel jouait aussi moins comme un homme qui essaie de se souvenir que comme quelqu'un prêt à créer. La famille avait trouvé un rythme qui n'était pas parfait, mais honnête. Les matins étaient consacrés à la musique et aux cours, les après-midi aux tâches ménagères et aux rires, les soirées aux chansons sous la lumière du porche, au silence partagé et aux conversations qui ne figuraient jamais dans les livres scolaires. Ce n'était pas une vie spectaculaire, mais elle était profondément belle et réelle, et c'est ce qui la rendait sacrée. Un jeudi après-midi, une lettre est arrivée, écrite à la main, sans adresse de retour. Gabriel l'a ouverte près de l'évier de la cuisine, pendant qu'Élise jouait de la guitare en fond sonore. « Cher monsieur Moreau, j'ai regardé la vidéo de vous et des filles au réveil. J'ai pleuré, non pas parce que c'était triste, mais parce que j'avais l'impression de voir quelque chose de complet, de rare. Je travaille avec des jeunes à Phoenix. Nous en avons perdu trop à cause du silence, de la désolation. Mais votre histoire m'a rappelé que certaines chansons n'ont besoin que d'un seul auditeur pour avoir un sens. Continuez à chanter. » Jada Gabriel plia soigneusement la lettre et la glissa dans le tiroir avec les autres. Depuis le revival, il en avait reçu des dizaines comme celle-ci, écrites par des inconnus, non pas parce qu'ils avaient assisté à un concert, mais parce qu'ils avaient ressenti une vérité qu'ils reconnaissaient. Les gens n'avaient pas besoin de raffinement, ils avaient besoin de quelque chose en quoi croire. Un après-midi froid, de fin octobre, Gabriel emmena les filles sur la crête, leur crête qui surplombait le lit asséché de la rivière où ils avaient autrefois craint de se perdre. Cette fois-ci, ils avaient pris la guitare. Élise était assise dans l'herbe, plus grande et plus forte que le jour où il l'avait trouvée. Clara se blottit contre lui, bien au chaud, dans sa veste rapiécée. Léna, toujours à moitié plus âgée, sœur, moitié mère en devenir, distribua des sandwichs au beurre de cacahuète en forme de cœur. Ils ne jouaient pas uniquement pour eux-mêmes. Élise chantait doucement, d'une voix plus grave qu'il y a quelques mois, plus pleine. On n'a pas besoin de 1000 visages, juste d'un coin de terre et de ciel. Un endroit où planter le refrain et laisser s'envoler la tristesse. Clara ajouta une phrase hors du rythme, mais pleine de charme. Gabriel rit. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri aussi facilement. Après le coucher du soleil, Élise sortit quelque chose de son sac à dos, une petite boîte en bois sculptée à la main. Elle l'attendit. « Je l'ai faite en cours de technologie. » Gabriel cligna des yeux. « Tu as suivi des cours de technologie ?» Elle haussa les épaules. « Ils m'ont laissé. Je leur ai dit que c'était pour toi. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier à musique pliée. Sur celui-ci, 5 mots simples étaient écrits au crayon. La chanson qui avait guéri la poussière. C'est la première chanson qu'elle a chantée, dit-elle. Celle de la fête des moissons. Gabriel la regarda, puis Clara, puis Léna, qui hocha simplement la tête comme si elle avait toujours su ce que cela signifiait. Il déglutit péniblement. « Tu penses que ça m'a guéri ?» Élise sourit. « Non, je pense que tu t'es laissé guérir. » Ce soir-là, Gabriel posa la boîte à côté de la photo de Claire sur la cheminée. Pas de bougie, pas de larmes, juste un hochement de tête silencieux, un merci, pas pour la douleur, mais pour la chance de grandir au-delà de celle-ci. L'hiver approchait. Les matins devenaient plus froids. Élise et Clara continuaient à chanter. Léna commença à donner des cours particuliers aux plus jeunes enfants de l'église. Gabriel répara la vieille grange derrière la maison et la transforma en salle de musique. Les enfants du coin commencèrent à venir après l'école
avec leur guitare, leur violon et même un accordéon. Pas d'audition, pas de jugement, juste une affiche sur la porte qui disait « Si tu sais chanter, entre ». Et un soir, alors que les premiers flocons de neige tombaient doucement d'un ciel calme, Gabrielle se tenait sous le porche, avec une tasse de café, et regardait dans le jardin où ses filles, car c'est ce qu'elles étaient maintenant, dansaient. Il n'y avait pas de musique, juste la neige, les rires, et ce genre de liberté que les gens passent toute leur vie à chercher. Léna le rejoignit. « Ils sont heureux, dit-elle. Il acquiesça. Je ne savais pas que je pouvais être heureux à nouveau. » Elle appuya sa tête contre son bras. « Je pense que tu l'as toujours été. » Il ne répondit pas, car pour la première fois, il n'avait pas besoin de dire un mot. La musique de sa vie parlait pour lui. Et cette fois, cette voix ne s'éteindrait pas. C'est peut-être ça, le vrai sens de la famille. Pas seulement les gens qui nous ont mis au monde, mais ceux qui apparaissent quand le monde se tait et nous chantent une chanson quand on a oublié comment faire. Si cette histoire t'a touché, écris simplement « Je l'ai entendu aussi » dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire disant « Je l'ai entendu aussi » parce que parfois, la voix la plus forte se cache dans la mélodie la plus douce. Et n'oublie pas, tu trouveras toujours une histoire qui te réconfortera sur cette chaîne. Aime la vidéo et partage cette histoire avec tes proches. À bientôt pour une nouvelle histoire.